Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Petit retour sur la situation du Barça, petit retour sur le match d'hier, le match nul. Le Real Madrid a gagné, on s'y attendait un petit peu contre Girona. Le Real Madrid, en cas de victoire contre Valence, peut donc repasser devant en Liga. Pour cette vidéo, j'ai retenu 8-9 questions de votre part. Merci à tous les participants, ça s'est passé sur Instagram. Et on commence tout de suite avec belle course de Lamine Yamal qui dribble tout le monde pour que Ferran gâche tout. Alors, j'ai un peu l'impression que cette action, c'est ce qui représente la relation Lamine Yamal-Ferran Torres, même si, vous allez me dire, Lamine Yamal a été passeur décisif pour Ferran Torres un petit peu plus tard dans le match. De manière globale, j'ai l'impression que Ferran Torres ne rentre pas dans ce Barça. Il ne s'entend pas avec les autres. Ça veut dire que je trouve qu'il n'y a pas d'alchimie entre les joueurs quand Ferran Torres est sur le terrain. Ce qui n'est pas le cas par exemple avec Rafinha, ce qui n'est pas le cas avec Lewandowski, même si Lewandowski lui aussi est critiquable de manière individuelle. Là, je parle pour les déplacements, pour les appels de balles. J'ai l'impression que Ferran Torres est un petit peu déconnecté de temps en temps sur quelques actions. Et d'ailleurs, il y a une action pour moi marquante, encore plus marquante que celle-là, c'est quand Lamine Yamal a la balle, Ferran Torres fait un appel, ensuite il est hors jeu, du coup tu as Lamine Yamal qui doit arrêter l'action, Lamine Yamal qui stoppe le ballon et qui dit à Ferran Torres viens ou pars. Et ensuite il fait une passe, la passe est ratée, du coup la passe est trop longue et l'action est morte. Mais cette action pour moi, elle résume un petit peu la relation Ferran Torres avec les autres joueurs du Barça. J'ai l'impression en fait que c'est un joueur qui vient d'arriver il y a 2 semaines et où on est en train de dire il lui faut du temps, il lui faut des automatismes, c'est vraiment compliqué pour lui. Guito, comment vous trouvez Frenkie de Jong? Pour de Jong, c'est un peu particulier parce que j'ai vu des statistiques passer comme quoi il a réussi 100% de ses passes. Ça veut dire que cette statistique-là me rappelle un petit peu les matchs de Toni Kroos avec le Real Madrid de temps en temps où on voyait Toni Kroos incroyable, 100 passes réussies, 100%, c'est incroyable, pas un ballon perdu. Le problème avec De Jong, c'est qu'il faut voir ce qu'il fait du ballon, il faut voir combien de temps il met à faire la passe et il faut voir aussi son apport défensif qui, 1, a été pauvre et 2, a même coûté un but puisque c'est lui qui fait la faute sur le penalty. Bon, ça arrive. Ça veut dire qu'on ne peut pas juger son match juste avec cette action. Il commet un penalty, bon voilà, c'est malheureux, ça arrive. Parce que si on veut voir le positif de cette action, c'est un milieu de terrain qui fait un repli défensif jusqu'à dans sa surface de réparation. Donc on pourrait dire, il a fait l'effort de défendre, au moins il n'a pas été nonchalant, mais il fait faute. Bon, ça arrive. Le problème, c'est quoi? C'est que sur toutes les passes qu'il a réussies, il y a très peu de passes qui amènent du danger. Il y a très peu de passes qui cassent des lignes. Et en fait, si vous êtes milieu de terrain, si c'est pour vous contenter de faire des passes simples vers l'arrière ou des passes horizontales sur les côtés pour ne pas perdre le ballon, j'ai envie de dire, Oriol Romeu pouvait faire ça aussi. Donc, il vous faut une plus-value au bout d'un moment. Si vous êtes avec De Jong au milieu de terrain, il faut qu'on remarque que ce soit De Jong. Il faut qu'on remarque que ce soit un joueur différent parce que même Casado fait plus de passes vers l'avant que De Jong. C'est ça, moi, mon problème avec Frenkie De Jong. Après, le penalty concédé, ça arrive malheureusement. Faut-il s'inquiéter du niveau actuel de l'équipe ou faut-il s'inquiéter du coaching? Rafinha remplacé. Je pense qu'il faut s'inquiéter un petit peu des deux parce que le coaching, ça commence à être un petit peu répétitif. C'est-à-dire que Hansi Flick commence à être un peu pointé du doigt lors de défaites ou lors de matchs nuls. D'ailleurs, il se pointe lui-même du doigt. Ça veut dire que il fait des conférences de presse après les matchs et il dit souvent c'est ma faute, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça. Moi, j'aime beaucoup cette attitude. Il prend ses responsabilités. Le problème, c'est que les coachings, en fait, on les comprend pas parce que quand tu me sors Rafinha, il y en a qui vont me dire oui, mais il y a le match contre Dortmund, il faut faire tourner, le Barça a de l'avance en Ligue des Champions par rapport à la Liga. En fait, si on doit faire un choix maintenant, là, il vaut mieux faire jouer les meilleurs joueurs en Liga et essayer de prendre les 3 points. Et à la limite, vraiment, dans le pire des cas, tu me fais Ferran Torres titulaire à la place de Rafinha en Ligue des Champions. On sait que c'est moins bon, bien sûr, mais au moins tu as peut-être pris les 3 points en Liga. Alors que là, en fait, c'est comme si à chaque fois que tu fais tourner en Liga, tu sacrifies des points. Moi, j'ai l'impression que à chaque fois qu'il y a un match post-Ligue des Champions, le Barça va faire tourner en Liga, le Barça va mettre 2-3 joueurs qui n'ont pas forcément le niveau d'être titulaires et du coup, tu perds des points. Si encore c'était ça, bon, Rafinha aurait été mis au repos, j'aurais dit, allez, on gagne quelque chose, Rafinha sera frais pour le prochain match. Là, le problème, c'est qu'Hansi Flick, il est entre les deux. C'est-à-dire qu'il est là, il met Rafinha titulaire parce qu'il veut gagner le match, mais à la fois, il veut le reposer pour Dortmund, donc il le sort tôt. Et attends, parce que là, je prends l'exemple de Rafinha, mais en fait, il y a Pedri qui sort, il y a Lewandowski, il y a Dani Olmo, il y a Rafinha. C'est 4 de tes 5 meilleurs joueurs offensivement parlant, dès qu'ils sont plus sur le terrain, pour aller marquer un but là-bas, à l'extérieur, c'est compliqué. Et c'est ça que je reproche un petit peu à Hansi Flick, c'est que j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à doser les changements, à doser les doublures, quand est-ce qu'elles doivent jouer, quand est-ce qu'elles doivent se reposer, même si c'est pas que de sa faute, c'est aussi en partie parce que l'effectif est quand même limité, il n'a pas un banc incroyable, donc à chaque fois qu'il met des remplaçants, il s'expose à perdre le match, à perdre des points, donc sur ça je le comprends, mais il faut faire un choix en fait, parce que si tu fais pas de choix, tu te retrouves comme hier, entre les deux, à la fois Rafinha qui ne se repose pas, ou très peu, à la fois Dani Olmo qui ne se repose pas, ou très peu, pareil pour Pedri, pareil pour les autres, mais tu perds en plus des points. Ça serait bien que ce soit l'un, soit
soit l'autre. Soit le Barça perd des points, soit le Barça met au repos des joueurs, mais pas personne au repos. Et en plus, tu perds des points. Lamine Yamal, trop seul, oui, vraiment. C'est-à-dire que sur la fin du match surtout, mais c'est en lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur les changements. Ça veut dire que si tu sors Rafinha, Lewandowski, Dani Olmo et Pedri, c'est logique qu'ensuite, offensivement parlant, tu ne dois compter presque que sur Lamine Yamal. Sauf si Ferran Torres fait une entrée fracassante, sauf si Pablo Torre est là, il peut tirer, elle est déviée, elle rentre. Sauf si Pau Victor peut, je sais pas, marquer un but, mais il y a trop peu de probabilités en fait. Donc Lamine Yamal, oui, il se retrouve seul sur le terrain, il doit faire des différences tout seul, il doit dribbler, il doit éliminer, et en plus il doit marquer parce que sinon les autres devant ne marquent pas. Bon, Ferran Torres a mis un but, c'est vrai, mais globalement, c'est Lamine Yamal tout seul, oui, sur la fin du match. Quand tous les changements sont faits, il est tout seul. J'ai l'impression que le hors-jeu ne marche plus et nos adversaires l'ont déjà compris, bien sûr, mais ça c'était à prévoir. Je pouvais pas m'imaginer un Barça jouer le piège du hors-jeu du 1er août au 25 mai. J'exagère un peu sur les dates, mais vous avez compris, du début de saison à la fin de la saison, c'est pas possible. Ça veut dire que les équipes en face s'adaptent, c'est du football. C'est-à-dire que même le football de Manchester City et de Pep Guardiola, les équipes en face, elles s'adaptent, elles essayent des choses, elles essayent de jouer en contre-attaque, elles essayent de jouer en bloc bas, elles essayent plein de choses parce que les équipes, elles vont pas venir et dire bon ben on va être hors jeu 10 fois alors on a perdu le match. Elles vont faire des choses pour essayer de ne pas être hors jeu. Elles vont jouer d'une manière pour aller marquer quand même des buts. Donc oui, les adversaires l'ont compris. Maintenant, il faut réagir, il faut changer quelque chose ou le laisser, mais du coup le mettre en place de manière différente. Bref, il faut travailler. En fait, il y a rien qui est acquis au football. Tu peux pas te dire c'est bon, le piège du hors jeu ça marche, on reste comme ça du mois d'août à la fin de la saison. Ça marche pas comme ça. Yamal Ballon d'Or. Alors Yamal Ballon d'Or, ben il va dépendre des autres en fait. Moi, son niveau à lui, à Lamine Yamal, c'est le niveau pour être Ballon d'Or sur une saison. Mais ça va dépendre de trophées. Il va devoir gagner des titres, il va devoir gagner des matchs références, il va devoir passer des tours en Ligue des Champions. Donc en fait, ça va dépendre de ce qu'il y a autour de lui aussi. Parce que, vous le savez, le Ballon d'Or ne se gagne pas avec une saison blanche. Déjà, c'est impossible. Le Ballon d'Or ne se gagne pas non plus avec peu de statistiques. Il faut un mélange de tout. Donc pour l'instant, meilleur passeur de la Liga, c'est très bien. Mais il va falloir des trophées pour Lamine Yamal. Donc on va voir ce que ça donne ce Barça. Mais pour l'instant, c'est pas suffisant. S'il y a le mélange talent, match référence, un petit peu comme le Classico, il a fait la différence, il a marqué un but et tout, plus quelques matchs référence en deuxième partie de saison, il pourra prétendre au Ballon d'Or. Oui. Lamine Yamal frustré, vraiment des gens qui ne le comprennent pas. Moi, je comprends son comportement parce que j'ai vu, il était frustré, il était triste, énervé, je sais pas, à la fin du match. Je le comprends parce qu'il a fait un gros match, enfin une deuxième mi-temps incroyable. Pas un gros match, il fait une grosse deuxième mi-temps et en fait, il fait tout pour porter l'équipe. Il y arrive puisqu'ils arrivent à mener 2-1 grâce à lui. C'est lui le passeur décisif. Et ensuite, il y a tout qui est gâché sur une perte de balles, sur un ballon perdu bêtement. Tu perds donc 2 points. Alors, je dirais pas qu'il s'en veut à lui, mais peut-être qu'il en veut un petit peu à l'équipe qui n'a pas été capable de l'aider à porter ce Barça. Parce que si lui, il porte l'équipe, mais que les autres vont tirer l'équipe vers le bas avec des passes ratées, des ballons perdus et des buts concédés à la 90 ou à la 92e minute, en fait, tous les efforts de Lamine Yamal sont en vain et je comprends donc son comportement. Que se passe-t-il avec Koundé? Il performe de moins en moins. Alors, je suis d'accord, Koundé, franchement, je ne sais pas si c'est parce qu'il n'était pas en sur-régime, moi. C'est-à-dire que, est-ce qu'il n'était pas vraiment au-dessus de son niveau quand on était en septembre, octobre? Parce que c'est difficile de maintenir ce niveau-là toute une saison. Je veux dire, même les meilleurs arrières droits dans l'histoire, ils ont des trous d'air comme ça, 2 mois de temps en temps, 3 mois. Là, pour l'instant, Koundé, c'est compliqué. Je trouve que défensivement, il prend l'eau. Offensivement, son apport, il est beaucoup moins bon qu'il y a un mois ou deux. Je pense qu'il peut faire mieux. Je pense qu'il est assez autocritique aussi pour travailler et pour faire mieux maintenant. Ça reste une solution de dépannage pour moi, Koundé à droite. On peut dire ce qu'on veut. Bien sûr qu'il est fort à droite, mais est-ce que c'est l'idéal d'avoir un défenseur central reconverti arrière droit au Barça ou est-ce que ça serait pas mieux de chercher plus tard, hein, je parle pas de tout de suite, lors des prochains mercato, un vrai arrière droit capable de jouer à son poste à droite. C'est tout pour la vidéo. C'était pour revenir un petit peu sur vos questions. Un grand merci à tous pour le soutien et à demain pour la suite. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.